Et on est parti pour encore de la vidéo, toujours sur Linux, mais cette fois-ci, au lieu de développer un module kernel, ou de continuer à le développer, je pense à Remotech, on va compiler Linux pour s'amuser un peu, se faire un petit labo pour récupérer Linux, le compiler, booter dessus, et faire des tests, et le débugger, voilà, juste s'amuser sur Linux. Donc, pour récupérer Linux, déjà, il y a plusieurs façons de le faire. Il y en a au moins deux que je recommande. Soit d'aller sur kernel.org, et donc là vous avez un énorme bouton jaune, et au moment où moi je tourne, c'est la version 6.16 de Linux qui est sortie. Et donc, vous pouvez la télécharger, et vous avez donc l'archive pour pouvoir jouer avec Linux version 6.16. Vous avez aussi accès, j'en profite, à la documentation et au wiki, et ainsi qu'à beaucoup d'autres choses, à beaucoup d'autres informations sur Linux. Mais voilà, la documentation, vous l'avez ici, donc il y a une barre de recherche, des chapitres, des liens dans tous les sens, bref, c'est de la documentation. On peut voir qu'elle est fournie ici pour la version 6.16. Vous pouvez aussi la récupérer en local, on verra après comment, et vous pouvez même du coup switcher sur la version en local pour vous dire, en fait, j'ai envie que ça tourne pour, je sais pas, la version 6.15, la 3.2, n'importe quelle version. Et ensuite, vous avez les wikis, je dis bien les au pluriel, parce que c'est une liste, c'est un wiki qui vous liste d'autres wikis liés à des drivers de Linux, ou des trucs liés au kernel, enfin, pour des trucs liés à Linux de façon générale. Et donc, ça vous offre plein de liens de documentation, donc c'est super intéressant à aller voir et à les lire. Donc voilà, faut connaître au moins ces liens-là. Donc, soit vous pouvez donc récupérer la dernière archive, et vous avez une archive pour une version voulue, ou alors vous allez sur GitHub, et là vous avez le dépôt Linux de Linus Torvalds, avec tous les fichiers, à savoir que soit vous récupérez toute l'archive, vraiment en faisant un clone un peu monstrueux, et vous en avez pour, je crois que c'est genre 9 gigas, enfin bon, un peu moins de 10 gigas de téléchargement. C'est ce que moi j'ai fait. Pourquoi? Comme ça j'ai tout en local. Si jamais un jour j'ai un problème de connexion, il se passe un truc, ou je me dis tiens j'aimerais bien revoir l'historique de certaines choses, bah, je peux tout faire depuis mon dépôt en local, sans avoir besoin d'internet. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous dire, tiens, j'ai pas une super bonne connexion, j'ai pas beaucoup d'espace disque ou quoi ou qu'est-ce. Vous pouvez voir qu'il y a des tags qui correspondent aux versions de Linux qui ont été sorties. Donc là, on est sur la branche master. On peut pas compiler avec. Il n'y a pas de version master sur Linux. Ce que vous devez faire, c'est vous mettre sur un commit qui contient un numéro de kernel valide. Donc le dernier là en date, c'est la version 6.16, on a vu même sur kernel.org. Moi, ce que j'utilise sur mon Linux actuellement, là tout de suite, c'est la version 6.15, 6.15.8 exactement. Donc la 6.16 devrait arriver sous peu. Et vous pouvez vous dire, tiens, je vais me mettre sur un tag en particulier, sur une version en particulier, et je vais clone seulement sur ce commit. Et voilà, ça vous permet d'avoir une partie des logs, une partie du dépôt Git, mais seulement sur un commit, enfin, un tag en particulier. Bon, moi j'ai tout cloné, voilà. Donc dès qu'on crée un fichier du-sh, ça prend voilà, 8,9 Go. Mais au moins j'ai tout. Là, si je fais un git log, j'ai vraiment absolument tout qui est listé. Je me dis, voilà, ça peut être sympa en local, comme ça, si jamais je suis curieux, bah, j'ai déjà tout en local. Bon, on a ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire un petit git tag d'FMI. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo déjà? On va donc voir comment récupérer Linux. Bon, ça, vous l'avez fait de votre côté, hein, moi, je l'ai déjà fait là. Je vais pas m'amuser à faire le git clone hein, non plus. Je vais pas m'amuser à attendre que de cloner. On va donc voir comment récupérer, on va voir comment configurer la compilation, comment compiler et comment booter sur le kernel. Alors pas sur votre machine, mais avec QEMU, on va voir comment booter sur un kernel Linux, et après on va voir même comment commencer à débuter le debug d'un kernel. Et puis après les autres vidéos, on verra comment faire d'autres trucs un peu rigolos. Donc si je fais un petit coup de git tag, je peux voir que j'ai beaucoup de versions qui sont incluses dans dans le dépôt, jusqu'à justement la version, elle est où? Elle est là, 6.16. Moi, parce que je suis sur la 6.15, on va dire pour rester un peu scientifique, enfin plutôt pour pas m'embêter, je vais compiler celle-ci parce que je tourne sur la 6.15, et donc je me dis, bah, j'ai envie de voir comment ça fonctionne sur ma machine, donc je vais compiler le kernel qui correspond à ma machine. Mais si je voulais le faire sur la version 6.16, ça fonctionnerait, hein, il n'y aura pas de problème, je pourrais booter dessus, il n'y aurait vraiment aucun problème.
Là, tu es pour me dire, bah tiens, je me demande comment fonctionne ma version, là, que je suis en train d'utiliser. Donc pour ça, il faut faire un git, hop, checkout, tag sur la version 6.15. Donc vous, si vous voulez la version 6.16, bah vous mettez tag version 6.16. Et vraiment, si votre version Linux est inférieure à la 6.16, vous inquiétez pas, ça devrait fonctionner. Ok, une fois que vous êtes ici, vous avez plusieurs fichiers, dont certains qui sont cachés, comme le fichier .config. Le fichier .config, c'est la configuration qui sera utilisée pour la compilation du kernel. Si jamais vous avez modifié votre fichier config, vous avez modifié la configuration de compilation, et que vous voulez retrouver la configuration par défaut, vous pouvez faire make def config, et ça vous retournera le fichier de config par défaut. Donc on peut voir défaut configuration is based on x8664 def config. Voilà. Donc il n'y a pas de changement parce que j'avais déjà la configuration par défaut. Ok. Maintenant on va voir comment configurer la compilation du kernel et puis comment lancer la compilation. Et après on verra comment faire un kernel un peu plus petit avec des informations de debug qu'on utilisera pour booter dessus et faire un peu de découverte, un peu de labo. Donc, vous pouvez faire make menu config. Ça va lancer une petite série de scripts de compilation pour préparer la configuration du kernel, enfin de compilation du kernel. Et donc là, voilà, vous avez un menu textuel. Vous pouvez donc naviguer dedans et dire, bah tiens, je veux désactiver la virtualisation, ou je veux l'activer. Le support réseau, je veux le désactiver ou l'activer. Voilà, vous avez 1 milliard de trucs. Évidemment, je ne peux pas faire une vidéo exhaustive sur tout ce qui se passe, sachant qu'en plus de version en version, ça évolue. Mais voilà, c'est ici que vous pouvez du coup configurer votre configuration de compilation. Donc là, je vais choisir non pas select mais exit. Et là, on me dit, voulez-vous sauvegarder la nouvelle configuration? Donc du coup, ça sera sauvegardé dans le fichier .config. Là, je dis non, j'ai pas envie de la sauvegarder. Ok. Et là, je vais pouvoir faire make. Alors, je vais lancer un petit time devant pour la déconne. Et pour compiler un peu plus vite, vous pouvez faire -j. Et -j, ça va lancer ce qu'on appelle des jobs, c'est-à-dire des processus de compilation parallèle. Donc par défaut, c'est 1. Mais vous pouvez dire, alors là, selon la puissance de votre machine, j'en veux 4, j'en veux 8, j'en veux 16. Mais ça dépend de la puissance de votre machine. Là, je vais mettre 8, on va voir combien de temps ça prend. Ça va prendre quelques minutes, mais pas trop non plus. Donc je le lance, je vais quand même faire un petit cut dans la vidéo, on va pas tout se taper non plus. À savoir, cela dit quand même que, selon la distribution Linux que vous allez utiliser, même si la cible est la même version de Linux, vous allez avoir des configurations différentes. Pourquoi? Là, par exemple, je suis sur Linux. Bon. Il se trouve que, avec cette distribution, ça compile bien, ça compile vite, ça fait pas un binaire gigantesque, et surtout, je n'ai pas d'interruption pendant la compilation. Interruption qui va me lancer un prompt pour me dire voulez-vous faire ceci, oui ou non. Alors que sur au hasard, une autre distribution qui s'appelle Ubuntu, là il se trouve que pendant la compilation, j'aurai des interruptions parce qu'on va me dire attention, j'ai besoin de tel certificat, j'ai besoin de savoir si tu veux activer ou non certains trucs de sécurité, j'ai besoin de machin. Donc déjà il y a ça. Ensuite, ça va générer un binaire qui sera sensiblement beaucoup plus gros. Là, on devrait générer un binaire qui va faire peut-être 15 mégas, comme ça, un peu au hasard. Sur Linux, il va faire 4 à 5 fois plus en termes de poids. Ce qui d'ailleurs m'a gêné quand j'ai lancé QEMU après, sans comprendre ce qui se passait, selon les tests que je faisais entre mes différentes distributions. Et il fait ça parce que Linux a une sécurité, il y a le Secure Boot qui est activé, et donc du coup il refuse de compiler Linux tranquillement par défaut. Il veut absolument qu'on donne des clés de sécurité, des certificats pour pouvoir lancer la compilation, et puis machin. Bref, Ubuntu, oui, c'est plus simple en tant qu'utilisateur, mais alors quand on veut commencer à s'amuser d'un coup, comme il y a de la sécurité, parce que le machin va ressembler le plus possible à Windows, c'est déjà un peu plus compliqué, c'est tout de suite un peu plus relou. Bref.
On va donc mettre pause l'enregistrement, on va attendre la fin de la compilation. Hop, la compilation est terminée. Donc, il y a un fichier qui a été généré. C'est celui-ci. On va aller voir ce qu'il en est. Hop. Donc, le fichier BZ-Image, c'est un kernel Linux donc, qui est bootable et qui est exécutable. Le BZ qui est dedans, je sais pas si ça va être dit dedans, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Ah si, voilà. Il est compressé. Donc là, vous avez un fichier, un kernel Linux qui est donc une image bootable, et le BZ, c'est parce que ça utilise... bah là, il écrit gzip, mais comme il y avait BZ, j'aurais dit bzip 2, mais bon, c'est pas important. Il a donc été compressé, et on peut voir qu'il fait... Attaque 14 mégas. Comment est-ce qu'on fait pour booter dessus? Simple, vous appelez QEMU, voilà, et vous dites, bah mon kernel, c'est celui-là. Alors, selon la taille du kernel, il se peut que vous ayez des erreurs. Pourquoi? Parce que QEMU, par défaut, va virtualiser de la RAM, et je crois qu'il va virtualiser, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je sais plus si c'est 128 ou 256 mégas de RAM. Je crois que c'est 228, mais j'ai un doute. Je crois 128, mais j'ai un doute. Donc, si jamais, quand vous lancez QEMU, vous avez des styles, vous avez par exemple des resets à l'infini, ou QEMU qui crache, enfin, en tout cas, voilà, ça ne fonctionne pas. Et essayez de rajouter -m pour memory, et là, vous pouvez par exemple rajouter 1 giga. Et vous avez 1 giga de RAM juste pour le kernel. Là, je vais pas le faire parce que je sais que ça fonctionne sans, mais voilà, si jamais. Donc, on boot QEMU, et donc là, on a le kernel qui est en train de booter. Et ça boot, ça boot. Tintin! Un kernel panique. Bon. Pourquoi? Tout va bien, c'est normal. Le kernel a bien booté, il a chargé les drivers, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Le problème, c'est que, on peut le voir ici, donc le Virtual File System, unable to mount root fs, enfin le système de fichiers racine. Donc en gros, il a bien booté, il a bien chargé ce qu'il fallait, il a fait tout comme il fallait, mais au moment de continuer son boot et de dire bah moi je suis un kernel, le but c'est quand même d'arriver sur une distribution avec un système de fichiers pour exécuter des binaires du code, je ne trouve rien. Bah du coup, comme je trouve rien, je sais pas quoi faire, je panique. Le kernel panique, alors je pense que je fais une vidéo exprès dessus parce que je trouve ça assez drôle, mais je trouve que dans le kernel panique, en fait, il ne s'arrête pas de s'exécuter, il y a un code dans le kernel qui dit fait clignoter le curseur. Et ce code, c'est une boucle infinie avec des calculs mathématiques pour savoir quand est-ce que ça fait genre une seconde ou un truc comme ça pour clignoter à intervalles réguliers. Bon. Donc voilà, tout a bien fonctionné, on a réussi à compiler, à booter sur le kernel. Je vais pas rater tout de suite la vidéo, on va voir comment modifier un peu la configuration de la compilation pour avoir un kernel plus petit et qui contient des informations de debug. Donc pour ça, on va rappeler le menu config. Voilà. Et donc là, on va désactiver certaines options pour faire un kernel encore plus petit. En gros, on va dire, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Par contre, je vais avoir besoin de certaines choses qui seront des informations de debug. Donc, dans ce qu'on va pouvoir enlever la virtualisation, trop gros, on enlève. Le support pour charger des modules, on enlève. Le réseau, boum, on enlève. Bon, je fais ça juste pour montrer qu'on peut avoir un kernel plus petit. Après, vous verrez, il y aura quand même 5 mégaoctets de différence sur la version compressée. Hein. Bon, voilà. Maintenant, dans ce qu'on va activer ou désactiver. On va être dans Processor Type and Features. Et tout en bas de ce menu, on a Randomize the Kernel Memory Section. Non, pardon. On a Randomize the Address of the Kernel Image, donc KASLR. En gros, l'ASLR, c'est une technique de sécurité pour que quand on charge du code en mémoire, ce ne soit pas toujours la même adresse qui soit utilisée au chargement du binaire. Pourquoi? Bah parce que imaginons qu'à chaque fois que je discute un binaire, il y ait toujours les mêmes fonctions aux mêmes adresses mémoire, un attaquant pourrait donc avoir un début de piste pour attaquer le binaire. Alors que si les adresses sont aléatoires,
bah, c'est compliqué d'avoir l'adresse au moment d'exécution et tenter de pivoter dessus d'une façon ou d'une autre. Bon. Le fait aussi de désactiver ça va nous servir pour GDB, parce qu'on va débugger le kernel, pour pouvoir faire des breaks à des fonctions qui auront toujours la même adresse. Donc ça va juste nous aider aussi un peu pour le debug. Donc je désactive ça. Voilà. On sort d'ici. On va ensuite aller dans kernel hacking, tout en bas. Kernel debugging, il faut bien qu'il soit coché. On va aller dans compile time checks and compiler options. Et là, dans la première option, on a debug information et on va écrire disable debug information. Mais nous, on a besoin des informations de debug. Donc, on va plutôt aller sur rely on the toolchain's implicit default dwarf version. Hop. Voilà, donc on le sélectionne bien. Comme ça, on aura des informations sur qui vont donc utiliser la toolchain utilisée, c'est-à-dire toute la chaîne de compilation. À savoir aussi que dwarf, c'est pas une norme, mais c'est un format, voilà, un format de debug. En gros, ça va stocker des informations de debug dans le binaire. Et donc, on va donc utiliser le format utilisé par les outils de compilation. Voilà. Donc on n'aura pas la version 4 ou 5, on aura celle utilisée à la compilation, je trouve que c'est le plus intéressant. Voilà. Reduce debugging information, non, on va laisser tel quel. Provide GDB script sur kernel debugging, oui, on veut les scripts pour GDB. On exit là. Ensuite, on va dans Generic Kernel Debugging Instrument. Et là, on va venir activer KGDB. Donc le kernel debugger. Voilà. Et est-ce qu'on avait autre chose à activer? Je regarde mes notes. Il me semble que non. Ok. Donc, on peut donc quitter là. On exit. Là, on nous demande, voulez-vous sauvegarder la nouvelle configuration? On dit oui. Donc, ça va écrire le fichier .config. Et là, on va pouvoir faire make script GDB, qui va donc créer les scripts de compilation de debug pour GDB, qui seront donc liés au kernel qu'on va compiler juste après cette commande. Voilà. Et donc là, on peut rappeler make. Non. Hop. Voilà. Donc on relance une compilation et on s'amusera du coup à rebooter dessus, mais on fera aussi un peu de debug avec GDB. Donc le temps que ça se fasse, je remets pause et pour vous ça sera direct. Hop, la compilation est terminée, et cette fois-ci on va pas voir un mais deux fichiers. Donc il y a toujours celui-ci évidemment. Voilà. Qui fait. Il fait voilà, 9 mégaoctets. Bon. Mais on a aussi un autre fichier à voir. Voilà. VM Linux, donc qui est à la racine du dépôt, qui a été généré à la racine du dépôt, et qui fait 248 mégas. Quelles sont les différences entre le BZImage et VM Linux? Le BZImage, donc on a vu, c'était un kernel bootable pour Linux, blablabla. VM Linux, ça va être un fichier exécutable, mais surtout voilà, qui contient du debug info, donc des informations de debug, et qui n'est pas strip, c'est-à-dire on peut encore voir le nom des fonctions dans le binaire. Ouais, il n'a pas été supprimé de certaines informations. Et en fait, ce sont entre guillemets les mêmes fichiers, dans le sens où les deux sont des kernels Linux, qui ont donc utilisé la même configuration de compilation, à la différence près que VM Linux, 1, il n'est pas compressé, et 2, il contient des informations de debug. Et donc, ce qu'on va faire avec ça, on va, encore une fois, booter sur le BZImage, mais on va dire à QEMU qu'en fait, il y aura un serveur GDB qui va tourner, donc dans QEMU, auquel on va se rattacher depuis un autre terminal, et on va donc pouvoir débugger le boot de Linux et donc voir ce qu'il se passe dans Linux pendant le boot. On va voir les lignes de code défiler, on pourra débugger Linux. Donc pour ça, on va déjà ouvrir
hop, un nouveau terminal. Là, momentanément, je vais les afficher comme ça. Donc, on va lancer QEMU. Bah, je peux peut-être juste le relancer comme ça. Non, le mauvais terminal, là. Voilà. Hop. Mais je vais ajouter ici quelques petites informations. Déjà, on va faire un tiret petit s pour dire qu'on va lancer un serveur GDB. Donc QEMU va s'exécuter, mais il va en plus avoir un serveur GDB auquel on va pouvoir se rattacher avec l'autre terminal en appelant GDB. Ensuite, on va avoir un tiret grand S, ça c'est pour dire tu exécutes QEMU mais en stop, donc en étant freeze. Et donc, on va attendre, QEMU va attendre que le GDB soit attaché au serveur pour continuer l'exécution, pouvoir s'exécuter. Et on va aussi append une information au kernel, on va dire no KSLR, je ne veux vraiment pas qu'il y ait d'ASLR. Je sais qu'il a été désactivé, mais voilà, c'est juste histoire de m'assurer qu'il n'y soit pas. Ça va nous aider pour GDB, pour qu'il puisse break sur des adresses qui sont, quand il n'y a pas de randomisation, sur les mêmes adresses, et juste faciliter des bugs. Bon. Donc, on lance QEMU. Ça, je le minimise. Ensuite, on affiche ça comme ça. On zoom to fit. Donc là, le guest n'a pas été initialisé. Il est frisé. Et donc là, je vais appeler GDB sur VM Linux. Contient donc les symboles de debug. Et donc, en fait, on va charger les informations de debug de VM Linux pour débugger en remote le Linux sur lequel on a booté. Donc, je dis qu'il y a une remote sur le port 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais dire qu'on va faire un h break sur kernel init. Alors, pourquoi h break? Parce qu'en fait, quand on fait un break depuis un depuis un debugger, en fait, on va à l'adresse où on est censé break, on va remplacer l'instruction, sur laquelle on va break par une instruction qui sera un breakpoint, donc qui est 0xcc. Enfin, bref, on s'en fiche. En gros, le break, on a besoin que ce soit fait sur une adresse en RAM où on puisse modifier le code, où ce soit qu'il ait les permissions de write. Sauf que le kernel Linux, lui, la façon dont il boot, bah, il est en ROM, c'est pas du code qu'on peut modifier. Donc je peux pas faire un break, parce que le code en mémoire ne sera pas modifiable. Donc pour ça, on va faire un hash break pour hardware break. Et en fait, au lieu de modifier le code pour dire, en fait, on va momentanément modifier le code sur lequel on veut break pour exécuter un breakpoint, et ensuite on remettra le code d'origine au moment du breakpoint. Cette fois-ci, on va utiliser un registre du processeur. On va vérifier à quel moment on va donc faire l'appel à kernel init. Et c'est donc en utilisant cette information que GDB va pouvoir faire le breakpoint sur la fonction de kernel init. Voilà. Donc, si jamais vous exécutez du code et que vous avez le droit d'écriture sur la section de code en question, vous pouvez faire un break normal. Mais si jamais vous exécutez du code qui est en lecture seul, et que vous ne pouvez donc pas modifier, là vous faites un hash break. Alors vous serez restreint sur le nombre de hash breaks possibles, parce que ça se base sur des registres kernel. Ou alors est-ce que ça l'a réécrit, je sais plus. Mais voilà, si jamais vous tapez sur du code qui est exécutable mais pas modifiable, vous pouvez faire un hash break. Comme ça va quand même break sur le code sans avoir à le modifier. Bon, on break. On peut donc continuer l'exécution. Et donc là, on a Linux qui boot, et donc on arrive sur kernel init. Et donc là, par exemple, je pourrais faire list, et hop, voilà, j'ai le code qui va s'exécuter. Donc là, je suis ici, et puis on va exécuter ça, et puis ensuite on va exécuter ça, et puis ensuite on va exécuter ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Donc par exemple, je fais next, voilà. Là, on a wait for completion, je next encore. Donc on a kernel init freebot, donc je pourrais faire un step pour step in, et donc voir encore ce qui s'y trouve, et non, continuer comme ça l'exécution. Et on va voir qu'à un moment donné, donc là, je suis en train d'exécuter du code. Ouais. Voilà, on peut voir que en même temps que j'exécute GDB,
et bah, le kernel, bah, boot sur le côté. Voilà. SMP init, on va continuer. Do basic setup, on va step in, ça me fait marrer. Je crois que c'est là qu'on peut commencer à s'amuser. Voilà, do basic setup, et je crois que c'est à partir de là qu'on va tomber sur le kernel panic. Je crois. Peut-être pas, je sais plus. Mais bon, voilà. Donc là, à partir d'ici, on peut commencer à débugger Linux. Et donc, on peut voir ce qui se passe en mémoire pendant l'exécution. On a tout le code. On sait que ça correspond à la version 6.15 et pas à une autre. Et donc, bah, si on a envie de debug du process depuis le kernel Linux, on peut. Ah bah tiens, voilà. Wait for initramfs. Sauf que moi, je n'ai pas donné d'initramfs. J'ai donné le kernel, j'ai dit que je voulais. La seule information que j'ai donnée au kernel, c'est que je voulais pas d'ASLR. Mais j'ai jamais dit, tiens, voilà où est ton initrd ou ton initramfs. Ce qui fait que là, si je fais un next, voilà, il va vouloir s'attacher au système de fichiers. Rappelez-vous l'erreur, le kernel panique, qu'il n'avait pas trouvé de rootfs, de système de fichiers racine. Et donc, du coup, à force d'exécution, voilà, de prepare namespace, boum, on arrive dans le kernel panique. Et donc, voilà. Donc, j'ai pu commencer un peu à débugger Linux, voir ce qui se passe, essayer de comprendre le code. Bon, là, évidemment, je ne l'ai pas expliqué. Mais si vous voulez vous amuser, bah, vous pouvez le faire tout simplement comme ça. Et évidemment, donc là on est dans le code qui affiche le petit zigouigoui, mais on verra ça une autre fois. Donc je peux quitter ça. Voilà, je peux quitter ça. Ouf, ouf, ouf. Et donc, bah maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir donc lancer une autre série de vidéos, donc tout dans la playlist Linux, dans la playlist Linux, pardon. Où on va donc pouvoir s'amuser à compiler le kernel de Linux et puis le débugger et faire un peu de labo dessus, un peu pour la déconne, un peu de pédagogie rigolote, un peu ludique aussi. Et puis donc dans la même playlist, il y aura à la fois la compilation du kernel Linux, etc., et la création de modules kernel Linux. Pour moi, ça va sensiblement ensemble, même s'il y a des différences évidemment, mais j'ai pas envie non plus de trop séparer et commencer à faire 1 000 playlists. Donc en attendant, je vous dis donc, eh bien, portez-vous bien, tout ça, et puis on se revoit à la prochaine vidéo.